Bienvenue à votre magazine Le Point. Vous le savez, madame, monsieur, la question des Banyamulenge s'est de nouveau invitée au débat national. Cette émission est enregistrée vendredi 16 octobre, alors que la veille, jeudi 15 octobre, l'Assemblée nationale a décidé d'interpeller le ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois, au sujet de la commune de Minembwe. De l'avis d'une opinion, Minembwe, les Banyamulenge et les populations rwandophones de la RDC ne sont en réalité qu'un cheval de Troie à travers lequel le pays sera asservi. Parce que tous les contres du monde entier ont aussi leur pour. Nous avons essayé de comprendre au-delà de la fièvre nationale, d'où proviennent les Banyamulenge? Sont-ils des Congolais à part entière ou des Congolais totalement à part? Et cette émission, pour des raisons évidentes, pourra avoir lieu en plusieurs épisodes. Donc nous commencerons aujourd'hui. Et notre invité, c'est Gaston Ngangouzi Rwasamanzi. Il est docteur en économie et administration des entreprises de l'université de Montesquieu à Bordeaux. Il est membre de l'ordre des administrateurs agréés du Québec et expert en gouvernance publique et privée et spécialiste de la région des Grands Lacs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci John Gombois de m'avoir reçu sur votre plateau. Je suis honoré d'être ici pour pouvoir exprimer une autre opinion que celle qu'on voit sur les médias actuellement. Merci encore. Voilà, je vais être peut-être un peu embarrassant parce que j'imagine que c'est peut-être la réaction de certains qui suivent la télé. Quand on vous entend parler, vous avez un accent, ce qui est tout à fait normal. Sauf que on se demande, est-ce qu'un Congolais peut parler avec l'accent qui est le vôtre? Comme tous les Congolais, je parle avec l'accent de ma langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est le Kinyarwanda, et il est normal que dans mon parler, on trouve des traces de cet accent Kinyarwanda. C'est normal. Un Muluba, lorsqu'il parle français, on sent des traces de Chiluba. Un Mongo, lorsqu'il parle français, on sent les traces du Mongo. Un Mukongo également. Et dans mon cas, le Kinyarwanda, qui est ma langue maternelle, il est normal qu'il y ait des traces de l'accent Kinyarwanda dans mon français. Merci beaucoup. Parlons de Kinyarwanda, ce qui est la langue de Banyamulenge, en fait, on va dire, des populations, comme on disait, rwandophones, en République démocratique du Congo. Où est-ce qu'on retrouve ces populations? Nous le savons, elles sont essentiellement au nord et au sud Kivu. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que ces populations qui s'expriment dans une langue similaire à celle utilisée dans un pays voisin se retrouvent en République démocratique du Congo? Le Kinyarwanda est parlé en RDC, dans le territoire de Rutshuru, dans le territoire de Goma et dans le territoire de Masisi. Parce que la majorité des habitants de ces trois territoires sont des rwandophones. Ça veut dire des Hutus, des Tutsis et des Twa. Il y a bien sûr d'autres ethnies comme les Houndés, les Nyanga, etc. qui sont là-dedans. Mais dans ces trois territoires que je viens de vous indiquer, la langue dominante, c'est le Kinyarwanda. Nous parlons évidemment le Swahili, comme toutes les communautés de l'Est de la République démocratique du Congo, mais la langue de base, la langue maternelle de ces populations, c'est le Kinyarwanda. Justement, lorsque, vu, je vais dire des Kinshasa, mais on va dire de l'Ouest, une bonne partie de l'Ouest de la RDC, même si ceux qui sont les plus virulents sont, à mon avis, je l'ai dit sur ces plateaux la dernière fois, sont ceux qui vivent avec les populations rwandophones.
ils sont les plus virulents. Je prends les cas de beaucoup plus en sens là, dans les Sud Kivu. Nous allons en parler. Mais vu de Kinshasa, ici, ou de l'ouest du pays, j'allais vous poser la question de savoir comment est-ce que ces populations se sont retrouvées là-bas. Je vais vous l'expliquer en long et en large. L'ouest du Rwanda et l'est du Congo, au niveau du Kivu, sont géographiquement collés. Avant le partage colonial, les 3 territoires dont je viens de vous citer les noms, Rutshuru, Masisi, Goma, étaient des territoires qui dépendaient de l'ancien royaume du Rwanda. C'est incontestable. Je voudrais faire juste une toute petite parenthèse. Allez-y. Actuellement, cher John, vous avez 3 types d'histoires. Vous avez d'un côté l'histoire coloniale qui a été écrite par le blanc en fonction de ses intérêts, en fonction de ses visées et en fonction de ses objectifs. Vous avez une histoire, je dirais, indigène qui, dépendamment des sociétés, a été conservée bon an, mal an, dépendamment de l'organisation des sociétés considérées. Et vous avez une 3e histoire, qui est une histoire mensongère, qui vise la falsification et qui a des objectifs politiques. Et actuellement, en RDC, le courant de cette histoire mensongère et falsificatrice, c'est le courant dominant aujourd'hui. Je tenais à le souligner. Oui, nous y reviendrons, oui. Certainement. Alors, je reviens à la question de la présence des Banyarwanda dans le territoire actuel de la RDC. La présence des premiers Banyarwanda, suivant des sources historiques authentiques et vérifiées, je vous citerai lesquelles, date du XVIIe siècle, entre 1600 et 1623. C'était à l'époque d'un roi du Rwanda qui s'appelait Ruganzu II, Ndoli, et c'est sous son règne que le lac Kivu a été atteint, que le territoire des volcans a été atteint, que l'avancée sur Masisi également a été faite. C'est entre 1600 et 1623 que les populations rwandaises ou des Banyarwanda, pour utiliser le vocable le plus pertinent, se sont installés dans ce qui est l'actuelle République démocratique du Congo. Mais à cette époque, ces territoires faisaient, avec leur population, de la monarchie rwandaise. Ça, c'est une première vague. Il y a une deuxième vague. C'était à l'époque d'un autre roi qui s'appelait Kigeri, Nyamuheshera. C'était entre 1648 et 1692, où la poussée à l'ouest, vers les territoires actuellement congolais, a atteint Masisi, ce qu'on appelle le Mouchari, le Gishari, le territoire de Kamuronsi, que les Rwandais appellent Kamuronsa, le territoire de Ngungu, et ces territoires et ces chefferies étaient gouvernés par la monarchie rwandaise, soit par des chefs directement nommés, soit par des natifs, les Rwandais par exemple, qui étaient vassaux du roi du Rwanda et qui faisaient partie du royaume du Rwanda. Ça, nous étions bien avant la colonisation. Des siècles avant la colonisation. Vous avez des gens que je peux vous citer ici à Kinshasa, qui travaillent à Kinshasa,
qui descendent de ces premières familles qui sont au moins, qui peuvent vous retracer de mémoire en citant leurs ancêtres, jusqu'à 2 siècles en arrière. En fait, vous me direz, mais d'où avez-vous tiré ces informations? Je vous répondrai ceci. Dans l'ancien royaume du Rwanda, il y avait une certaine organisation qui avait son efficience et son efficacité. Vous aviez à la cour des gens qu'on appelait les mémorialistes. Ces mémorialistes étaient chargés de mémoriser les événements politiques, les événements militaires, les événements même artistiques et même les événements mondains comme les plus belles femmes qu'on chantait, etc. Et ces mémorialistes étaient constitués en profession à la cour. Et ce métier était exercé par des familles qui se succédaient de père en fils, et le père avait l'obligation absolue d'apprendre au prix de sa vie, je dis bien au prix de sa vie, d'apprendre à sa descendance ce qu'il avait appris lui-même de ses ancêtres, conserver ça, et à période régulière à la cour, ces gens venaient et répétaient les mémoires, les événements, et c'est ainsi que l'histoire de l'ancien royaume du Rwanda, en fait, s'est conservée depuis l'an 1080. Depuis l'an 1080, vous avez une série de familles qui ont retenu les événements politiques, guerriers, militaires et autres, et qui les ont transmis. Et en 1945, un abbé rwandais qui s'appelait Alexis Kagame, c'est pas l'ancêtre du président actuel, a reçu l'autorisation du Mohammed du Rwanda d'enregistrer, parce qu'avant c'était interdit, tous les récits de ces mémorialistes. Et ces récits ont été enregistrés, mis par écrit, et l'histoire du Rwanda écrite en plusieurs volumes et condensée, donc fut condensée à cette époque. De telle sorte qu'on sait suivre. Oui. Tel événement s'est passé à telle époque, tel événement s'est passé. Oui, je vous le concède, en fait. Bon, viendra peut-être un moment, je vais peut-être poser des questions d'éclaircissement, mais comme je l'ai dit d'entrée des jeux, il est fort probable qu'on aille au-delà du temps d'antenne, peut-être que nous reviendrons là-dessus. Mais très rapidement, ce que je voudrais que vous puissiez nous éclairer, ou en tout cas nous expliquer comment est-ce que nous sommes allés du royaume du Rwanda pour avoir aujourd'hui des populations rwandophones qui sont devenues des Congolais. C'est ça. Je sais, on peut faire un raccourci historique, mais c'est question d'aller rapidement, parce que je sais que les questions vont venir après. D'accord. Et bon, comment est-ce qu'on s'est retrouvé avec des populations rwandaises? Lorsque la monarchie rwandaise, avec ses armées, a entrepris des campagnes de conquête, elle est entrée dans ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Elle y est entrée et, après avoir vaincu les gens qui y étaient, ou après y avoir entré même sans combattre, parce que c'était inhabité, c'était l'époque des forêts denses, etc., il y a des populations qui suivaient les armées, que même le roi envoyait pour peupler ces lieux et marquer la présence de son royaume là-bas. Ces gens venaient avec leur bétail, ces gens venaient avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec tout le monde. Et ce sont ces gens qui, avec la démographie, etc., et les naissances, constituent une bonne partie des populations de Rutshuru, de Masisi et de Goma. Au nord, parce qu'au sud, c'est une autre histoire. Oui, au sud, c'est justement les Banyamulenge qui sont au sud aujourd'hui, au cœur d'une controverse nationale. Alors, la question récurrente, c'est ces populations rwandophones. Est-ce qu'en réalité,
ne se sentent-elles pas plus attachées au Rwanda qu'à la République démocratique du Congo? Votre question est fort intéressante, mais à la fois simple à répondre. Prenez mon exemple. Je suis né en 1945 à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi. J'avais des tantes au Rwanda, j'avais des cousins au Rwanda, mais j'ai toujours été et je me suis toujours déclaré congolais. J'ai travaillé pour le gouvernement congolais, j'ai bénéficié d'une bourse d'études pour le gouvernement congolais, j'ai été en 1971, lorsque Mobutu nous a placés dans les camps militaires pour nous punir, je pouvais bien me défiler et dire comme étudiant. Comme étudiant. Ouais. J'étais congolais, je suis allé dedans, je savais ce qui m'attendait, je savais les coups qui m'attendaient parce que j'étais congolais. Je suis allé étudier en France comme congolais, avec un ordre de mission de l'armée zaïroise. J'ai travaillé pour l'État congolais, j'étais directeur de cabinet du ministère des Transports, j'ai représenté le gouvernement congolais dans les intérêts de la compagnie maritime zaïroise à l'époque comme administrateur et comme directeur général de l'Agence maritime internationale du Zaïre qui à cette époque avait une autre dimension et une autre image que celle qu'elle a aujourd'hui. Je suis congolais, je n'ai jamais été rwandais, contrairement à certains Congolais qui ont pris des passeports rwandais pour des raisons de facilité. Les gens chez nous... Qui n'étaient pas non plus des rwandophones. Qui n'étaient pas des rwandophones, merci de le rappeler. Oui. Mais je vous dis que notre attachement à ce pays, ce n'est pas de l'arrogance, est beaucoup plus grand chez nous que chez certains de nos détracteurs qui se disent autochtones. Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Oui. Parce que dans les fonctions que nous exerçons, nous montrons, prenez tous les exemples que vous voulez, une rigueur, une sévérité, une impartialité et une application au travail que peu d'entre eux peuvent témoigner. Et les exemples sont là. Peu d'entre vos détracteurs, bien sûr. Oui, dans nos détracteurs. Oui, c'est de oui. cela que je parle. Je Oui, parle de nos bien sûr. détracteurs, c'est sûr. sûr. Nous sommes très attachés au Congo, absolument. Oui, alors, la question, je l'ai posée à mon dernier invité qui était sur cette même thématique. Pourquoi aujourd'hui, à Rutshuru, où on retrouve une grosse communauté rwandophone, si je ne me trompe pas, c'est des Hutus, en tout cas en grande majorité, semble poser moins de problèmes que les autres rwandophones qui sont des Tutsis, qui sont quand même bien plus loin du Rwanda. Bon, il est vrai que la population de Rutshuru a une grosse majorité de Hutus. Maintenant, affirmer que cette population pose moins de problèmes que les Tutsis, parce que c'est cela que vous sous-entendez, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. D'abord, quel problème posons-nous? Quel problème posons-nous à la République? Les Banyarwanda, de manière générale, posent un problème de, entre guillemets, d'intégration. On considère que c'est des gens qui veulent être pris à part. On parle des minorités qui se revendiquent une minorité, alors que, comme disait quelqu'un ici, ce Congo n'est qu'un pays des minorités. Il n'y a pas une ethnie qui se retrouve sur 20 ou 30% du pays. Et c'est aussi cet aspect qui un peu énerve vos détracteurs. Qu'entend-on par intégration?
Je voudrais savoir ce qu'on entend par intégration quand on nous accuse de ne pas être intégrés. Vous avez, par exemple, un mode d'alimentation traditionnel qui est le vôtre. Moi, j'ai mon mode d'alimentation traditionnel qui est le mien. Est-ce que le fait que je me nourrisse différemment de vous, est-ce que là fait de moi un être non intégré? Ça, c'est un. Et puis, pour être intégré, il faut être étranger. Nous ne le sommes pas. Bon. Nous vivons suivant nos us et coutumes, comme les gens du Bas-Congo vivent avec leurs us et coutumes, comme les gens de Popocabaka vivent avec leurs us et coutumes, ou ceux de je ne sais quel coin du Congo. Je ne vois pas cette nécessité d'intégration. Nous sommes chez nous, nous vivons comme on vit chez nous. Je n'ai jamais demandé à un Moussakata de vivre comme moi, de manger comme moi. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à boire du lait, parce que moi j'ai grandi en buvant du lait, c'était mon alimentation de base, entre autres. Hein. Je ne mange pas de chenilles, je ne les mangerai jamais. Suis-je non intégré parce que je ne mange pas de chenilles? C'est absurde. Je suis congolais, j'ai mon mode alimentaire, il a son mode, il suit le sien. Pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas suivre mon mode alimentaire lui-même? Moi aussi, je vais dire qu'il n'est pas intégré. C'est tout le dilemme de l'affaire. Alors, revenons-en au Banyamulenge, parce qu'aujourd'hui, si on se retrouve dans cette sorte de crise, c'est à cause de l'installation de la commune rurale des Minembwe, voilà. La commune rurale des Minembwe qui se trouve au sud Kivu et dans laquelle on retrouve une communauté, elle est en majorité occupée, même si ce n'est pas que par des populations rwandophones, des Tutsis. Comment est-ce que ces gens se sont retrouvés là-bas? Bon. En ce qui concerne les Batutsis du sud Kivu, qui aujourd'hui sont appelés Banyamulenge, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Leur arrivée dans le territoire qui est aujourd'hui la RDC est totalement différente de celle du peuplement au nord. Donc, qui avait commencé en 1600 avec les rois Ruganzu et puis oui. avec les rois Kigeri. Oui, donc, rien à voir avec... Rien à voir, absolument. La présence des Banyamulenge au sud Kivu et sur les hauts plateaux relève d'un phénomène historique tout à fait différent. Lequel? Eh bien, à l'époque d'un roi qui s'appelait Ndairo Kiamatare, Ndairo II Kiamatare, en 1576, entre 1576 et 1592, ce roi est mort. Lorsqu'il est mort, son frère, lorsqu'il est mort, les gardiens de la coutume ont désigné un autre roi. Mais le frère de ce roi n'a pas voulu reconnaître son frère et a lancé une campagne militaire contre lui pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui un coup d'État. Et ce frère, c'est un détail que peut-être à ne pas retenir, mais je vous le dis, il s'appelait Bamara. Il avait un fils qui s'appelait Bienchi. Alors, ces gens se sont battus contre le successeur du roi défunt. La guerre a été longue, ils l'ont perdu. Quand ils l'ont perdu, Bienchi, qui était le prince perdant, à cette époque la vie était impitoyable, il ne pouvait pas survivre en restant au Rwanda. Il ne pouvait que prendre la fuite puisque tout son clan et sa famille allaient être mis à mort à cause de sa tentative de coup d'État. Il est parti avec l'ensemble de sa famille, l'ensemble de ses serviteurs, l'ensemble de son bétail. Et ils ont pris le chemin du sud
et ils ont pénétré dans les plaines de la Ruzizi à cette époque. On parle approximativement de 50 familles au départ qui ont fui, parce que c'était une fuite. Arrivé dans la plaine de la Ruzizi, c'est un endroit assez chaud, il y avait des moustiques, etc. Ce n'était pas bon pour le bétail. Après un certain temps, pour pouvoir se mettre à l'abri des maladies, aussi bien eux-mêmes que pour le bétail, c'est ainsi qu'ils sont montés sur les hauts plateaux de l'Itombwe. C'était entre 1676 et 1592 que ces gens sont arrivés. Donc, quelques décennies avant ceux du Nord. Ils se sont installés là-bas. Et avec le temps, avec la prospérité de leur bétail, ils ont attiré d'autres personnes. Il y en a qui sont venus du Rwanda. Je ne sais pas si le nom, le groupe le plus célèbre, c'est celui de Serugabika. C'est un nom assez connu qui est arrivé, et qui a perdu d'ailleurs beaucoup d'hommes parce qu'ils se sont égarés dans une forêt où ils ont rencontré des gens qui les ont, dit-on, mangés, ce qu'on a dit. Et même du Burundi, parce que le Burundi est très proche des Banyamulenge. Oui, de Minembwe que le Rwanda. Oui. Les gens sont venus du Burundi aussi, peupler cet endroit au bon climat, fertile, très bon pour le bétail, et même de ce qui est l'actuelle Tanzanie, un clan qu'on appelle les Baha. Les Baha sont venus également sur les hauts plateaux de Minembwe. Donc vous avez des racines rwandaises, des racines burundaises et des racines tanzaniennes. Voilà ce qui forme les Banyamulenge actuels. Ils y ont vécu et les Européens les ont trouvés là-bas. Ils les ont trouvés là-bas. Donc ce n'est pas que des Tutsis rwandophones, ou rwandais, je veux dire, ou ayant des origines. C'est des Tutsis ou des assimilés Tutsis qui sont venus de ces trois pays-là. Burundi, Rwanda et Tanzanie. Alors, quand les Belges sont arrivés, ils les ont trouvés là. Et ils ont même fait un décret, le premier décret en 1891, c'est pas moi qui l'invente, en 1891, c'est le professeur Reitens qui ne nous aime pas beaucoup, mais je le cite, pour une fois il dit la vérité. Il y a eu un premier décret en 1891, un deuxième décret en 1906 et un troisième décret en 1910 qui confirmait et agréait les chefferies Banyamulenge qui étaient installées là-bas. Et ces trois chefferies, la chefferie de Kaïra, la chefferie de Gaoutou, la chefferie de Budureki. Mais justement, sans vous interrompre, aujourd'hui c'est les casus belli. On demande d'où proviennent ces gens qu'ils indiquent, enfin, excusez-moi d'utiliser ces termes un peu péjoratifs, d'où proviennent les Banyamulenge qu'ils indiquent leur terre. Parce que, partant de la Constitution qui dit qu'il faut que ce soit des communautés qui étaient là en 1960 et dont les ancêtres sont reconnus, qui avaient donc des terres, eh bien, à partir du moment où il n'a pas été identifié des terres propres aux Banyamulenge en cette période-là, et donc certaines personnes pensent que c'est simplement une population transplantée qui a fui le Rwanda à cause de problèmes de sécurité et qui est venue se réfugier en République démocratique du Congo et qui n'a jamais demandé la nationalité congolaise et donc garde encore la nationalité d'origine jusqu'à ces jours, à part pour certains qui ont sollicité la nationalité rwandaise, et congolaise plutôt. Tout à l'heure, je vous parlais de l'histoire mensongère et falsificatrice. Eh bien, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein Vraiment. dedans. Ces gens sont présents
sur ces terres-là depuis le XVIe siècle. Les premiers sont arrivés au XVIe siècle. Ils s'y sont installés. Ils sont chez eux. C'est leur terre. Ils n'ont pas à quémander une terre à qui que ce soit. Ils n'ont pas à justifier qui que ce soit. C'est chez eux. C'est chez eux depuis des siècles. Ils étaient même là. On va me lyncher quand je sortirai d'ici. Ils étaient même là avant des Babembe ou des Bariga à cet endroit. Jusqu'à présent, il y a des forêts. Il n'y avait personne à cet endroit. Bon, ça c'est une première chose. Mais je voudrais vous expliquer le malheur des Banyamulenge. Le fait qu'ils soient dispersés aujourd'hui est dû à quoi? Lorsque les Européens sont arrivés, ils ont demandé aux chefs indigènes, des Bembe, des Vira, des Fulero, des Rega, des Banyamulenge. Ils sont venus, ils ont dit, voilà, je ne me souviens plus exactement de la somme, c'est dans les papiers, mais c'est le principe qui compte. Voilà une somme d'argent. Nous voulons vos terres. Les chefs Bembe ont accepté, ils ont accepté l'argent, ils ont cédé leurs terres. Les Fulero ont cédé leurs terres, les Rega ont cédé leurs terres, les Vira ont cédé leurs terres. Arrivés au Banyamulenge, les Banyamulenge ont dit, nous refusons. Nous ne pouvons pas céder ces terres. Ce sont ces terres qui nous font vivre. C'est ici que notre bétail pâture. C'est ici que nous élevons. C'est grâce à ces terres que notre bétail vit, que nous existons, parce que nous sommes des éleveurs. On ne peut pas céder ces terres. Ils ont refusé. Voyant cela, qu'est-ce que le colonisateur a fait? C'était le pot de fer contre le pot de terre. En 1933, ils ont pris un décret dissolvant totalement les chefferies Banyamulenge. Et ils les ont dispersés, ils les ont placés sous la dépendance et l'autorité des chefs coutumiers. Rega, Bembe, Vira, Fulero. Donc ils étaient placés, je pèse mes mots, sous l'autorité d'ethnies ayant une culture et une identité différente de la leur. Premier coup très dur pour un peuple. Deuxième coup très dur, les Belges disent, ces gens sont ingouvernables, ils sont têtus. Ils doivent subir une surveillance permanente. On a pris leur chef, on les a exilés ou on les a emprisonnés et on leur a privé d'infrastructures. Les écoles, les hôpitaux, l'eau courante et tout ça est arrivé là quand? Même aujourd'hui, il y a des traces qui montrent combien ils ont été négligés et c'était à dessein et voulu. S'il n'y avait pas eu des missionnaires protestants qui sont arrivés au cours des dernières années avant l'indépendance, les pauvres n'auraient pas pu avoir une instruction solide. Et aujourd'hui, ils se sont repris en main, ils ont pris leur destin en main, ils ont étudié, on les voit ici, on les voit partout dans tous les métiers. Et on les voit surtout dans les métiers des armes, au point que ceux qui veulent croire ce qu'ils veulent disent que les Banyamulenge est une petite communauté, mais en majorité composée des militaires. Ce n'est pas très rassurant. Pourquoi ça ne serait pas rassurant? Il faut toujours regarder le contexte quand on analyse un problème. Le contexte des Banyamulenge est assez spécial. En 1994 éclate une rébellion qui s'appelle la rébellion moléliste. Elle envahit et submerge carrément le Kivu, entre autres. Ce qui se passe, c'est que les molélistes, c'était qui? C'était les Babembe, c'était les Fulero, c'était les Vira, c'était les autres. Ils ont dit aux Banyamulenge, et vous là? Les autres, pour ne pas être massacrés, ont accepté d'intégrer les rangs molélistes. Et ces molélistes, entre autres, je ne préjuge pas de leur vision politique, qui n'est pas l'objet de cette émission, eh bien, ils se sont attaqués
à la plus grande, au plus grand ranch qui appartenait à un Européen dont le nom m'échappe, mais qui avait des dizaines de milliers de bétail. Ils les ont décimés, ils les ont dévorés, consommés complètement. Et quand ils ont été obligés de quitter la ville d'Uvira et qu'ils sont montés en haut dans les plaines, ils ont commencé aussi à rasier et à prendre le bétail des Banyamulenge. Les Banyamulenge ont dit « Hé, vous vous attaquez à nos biens ?» Et ils se sont défendus. En se défendant, il se faisait que l'armée nationale congolaise, ANC de l'époque, combattait les moulélistes. Les Banyamulenge ont été malins, ils sont allés voir les autorités politiques et militaires congolaises, disent « Nous allons vous aider à battre les moulélistes. » On leur a donné des fusils. Effectivement, après un certain temps, ils ont défait les moulélistes, les ont boutés hors du territoire national et à partir de ce moment, et beaucoup de leurs enfants sont allés à l'EFO dans les mais vous comprenez qu'ils ont été pris dans une situation qui les a forcés à se défendre. Et leurs malheurs politiques d'aujourd'hui viennent de cette époque-là. Parce qu'ils se sont battus contre les moulélistes, parce qu'ils les ont vaincus, les tribus dans lesquelles les moulélistes se recrutaient, ce sont ces tribus-là aujourd'hui qui les traitent d'étrangers, qui répandent toutes sortes de mensonges pour dire qu'ils ne sont pas congolais par vengeance. Par vengeance. Gaston Ngangouzi, nous allons certainement revenir avec vous dans une prochaine émission. Mais là, j'aimerais vous poser une question directe. Est-ce qu'aujourd'hui, les Banyamulenge sont-ils dans une stratégie de mettre le Congo, le pouvoir politique congolais, sous coupe réglée au bénéfice du Rwanda? Merci. Eh bien, ce que vous venez de me dire, vous n'appartenez pas à cette faction, je vous respecte infiniment. Bien entendu. Ce que vous dites relève de l'histoire mensongère dont j'ai parlé, qui est répandue. Vous savez, l'effondrement dans un pays appauvri, dans un pays où la corruption déborde, la vérité finit par, le mensonge finit par chasser la vérité. Et c'est ce qui se passe, qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous avez des gens, même instruits, même professeurs d'université, qui versent dans ces excès, qui agonisent les gens d'injures de façon mensongère. Comment est-ce que les Banyamulenge vont mettre en danger la République démocratique du Congo en la livrant au Rwanda? De quelle manière? Je voudrais vous rappeler qu'à l'époque du RCD, dans les années, je crois, 2000, oui, le RCD possédait 40% du territoire congolais et des dizaines de milliers de troupes. S'ils avaient voulu balkaniser le pays ou rattacher une partie du Congo au pays, c'était le moment rêvé pour le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ça prouve que tout ce qu'on dit est faux. Et c'est aujourd'hui où ils n'ont pas la force qu'ils avaient à cette époque, où on les tue chez eux depuis 2 ans, où on rasit leur bétail et qui sont obligés de crier au secours tout azimut, c'est aujourd'hui qu'ils vont balkaniser une partie du pays et l'attacher au Rwanda. Je vous assure que ces gens sont des patriotes. C'est des patriotes éprouvés et ils l'ont montré sur le champ de bataille à plusieurs reprises. Et malgré les mensonges de Fayulu, qui dit qu'il n'y avait pas de Tutsis dans l'armée congolaise à l'époque de Mobutu, c'est archi faux. Le général Bisengimana, qui commandait la police, il était dans la garde civile. Le général Bivegete, qui est parmi les dirigeants de l'auditorium militaire, il était dans l'ANC. Il y a un autre qui s'appelle Deo Shimiman. Il vient d'être retraité. C'était des officiers supérieurs. Il y en avait des dizaines. Les faux à Kananga étaient pleins. Donc, nous sommes en face d'un fleuve de mensonges auquel il faut faire face avec la vérité. Moi, je sais prouver ce que je dis
Mais les gens de la Pareco comme Gwanda par exemple, je les ai invités à plusieurs reprises à être confrontés à eux en direct, c'est des lâches, ils ont refusé, ils n'ont jamais accepté, parce qu'ils savent qu'ils mentent. Les Banyamulenge ne cherchent pas franchement ni d'ailleurs aucun autre Tutsi, à balkaniser le pays, ils sont au service de ce pays, ils le montrent chaque jour, et ceux qui le disent sont des menteurs, tout simplement. A contrario, est-ce que vous avez l'impression, là je dis vous en tant que membre de cette communauté, d'être l'objet d'une attaque systématique, si ce n'est pas systémique, du système aussi? Nous sommes globalement, en tant que Tutsi, objet d'attaques médiatiques féroces. Je vous dis bien féroces. Peut-être par votre travail, vous n'avez pas le temps de suivre les médias sociaux, mais ce qu'on y raconte est abominable. Il y a des gens qui appellent à ce qu'on nous découpe avec des machettes dans la rue. Monsieur Fayoulou, lorsqu'il a appelé la marche contre pour sauvegarder la République que les Banyamulenge menacent, c'est quoi ça? Mais je pouvais être agressé sur le boulevard parce que je suis un Tutsi et que je menace l'intégrité de la République. Donc la menace est là, elle va grandissante, et si l'État ne prend pas des dispositions adéquates, sincèrement, elle peut s'aggraver et aboutir à des choses incontrôlées et incontrôlables. Alors, nous allons peut-être terminer ces numéros ici par là. En promettant bien sûr de revenir, parce qu'il y a énormément de choses que nous n'avions pas, que j'ai dû escamoter pour raccourcir un peu l'émission. Je vais vous laisser vous adresser aux Congolais aujourd'hui qui vivent dans cette sorte de psychose anti-Banyamulenge. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui peuvent vous écouter à travers cette émission? Bon, à mes frères congolais, je dirais ceci. Je dirais, nous sommes Congolais, nous vous aimons. Nous voulons franchement travailler avec vous pour reconstruire ce pays. Parce que ce pays est un pays sinistré. Il y a énormément de travail à faire. Et nous devrions plutôt bander nos muscles, mettre nos cerveaux ensemble pour bâtir ce pays qui ne demande qu'un effort moyen, même pas gigantesque, un effort moyen pour sortir de la pauvreté endémique dans laquelle il est. C'est ce que je demande aux Congolais. Au lieu de coaliser vos forces à nous détruire, aujourd'hui c'est nous, demain ça sera d'autres. On a tué des jeunes Baluba au Bas-Congo parce qu'ils étaient Kassaïens. Demain, ça arrivera dans une autre province. Et finalement, en ayant commencé par les Tutsis, ça va embraser toute la République. Je dis, vous avez eu Congolais, nous avons eu Congolais une chance du destin incroyable d'avoir un pays aussi doté de richesses, aussi doté d'un peuple talentueux. Unissons nos forces pour reconstruire ce pays, parce que quand la pauvreté disparaîtra, l'histoire mensongère aussi disparaîtra. Et le Congo connaîtra la paix, la prospérité et la concorde. Merci beaucoup, Gaston Ngangouzi. Merci beaucoup, John Gombois. Merci infiniment de m'avoir invité. Et je reste à votre disposition. Oui, bien sûr. D'ailleurs, juste en passant, il paraît que mon nom, Ngombois, a une signification en Kinyarwanda. Oui, ça veut dire obligatoire. Eh bien, ben voilà. Madame, monsieur, merci de l'attention que vous nous avez accordée. À très bientôt sur votre magazine et Biwan, la chaîne de la qualité.